Le Complexo Penitenciario do Estado da Bahia, plus connu sous le nom de SECOT, projette une ombre immense sur la ville de Salvador, au Brésil. Cette prison, avec ses murs imposants et ses tours de garde, est un symbole de la lutte continue du pays contre le crime et la violence. Cette structure imposante, nichée au cœur du paysage urbain animé, renferme entre ses murs une histoire aussi complexe et troublée que la nation elle-même. Les rues animées de Salvador contrastant fortement avec l'austérité de la prison, créant une dichotomie frappante entre la vie à l'intérieur et à l'extérieur de ces murs. Le SECOT est un rappel brutal des défis auxquels est confronté le système pénitentiaire brésilien. Un système aux prises avec la surpopulation carcérale, la violence et une lutte constante pour la réforme. Les conditions de vie à l'intérieur sont souvent décrites comme inhumaines, avec des cellules surpeuplées et des ressources limitées, exacerbant les tensions et les conflits entre détenus. Construit dans les années 1950, le SECOT était à l'origine destiné à accueillir de jeunes délinquants, un phare d'espoir pour la réhabilitation et la réinsertion. À cette époque, l'objectif était de fournir un environnement où les jeunes pouvaient apprendre de nouvelles compétences et se préparer à une vie meilleure après leur libération. Cependant, les années qui ont suivi ont vu un changement radical dans la vocation et la population de la prison. Ce qui était autrefois un centre de réhabilitation pour les jeunes est devenu une prison de haute sécurité pour adultes, marquée par des histoires de violence et de désespoir. Aujourd'hui, le SECOT est une prison de haute sécurité pour hommes adultes, dont les murs résonnent des histoires de ceux qui vivent et parfois meurent entre ces murs. Les graffitis et les marques sur les murs racontent des histoires de souffrance, de survie et parfois de rédemption. Ce documentaire explore l'histoire du SECOT, en examinant sa transformation, les dures réalités auxquelles sont confrontés ces détenus et les implications plus larges pour la lutte continue du Brésil en faveur d'un système pénal plus juste et plus humain. Les témoignages des anciens détenus offrent un aperçu poignant de la vie à l'intérieur, révélant des histoires de brutalité, mais aussi de solidarité et d'espoir. L'histoire du SECOT n'est pas seulement une histoire de briques et de mortiers, mais d'êtres humains pris au piège d'un système souvent critiqué pour ses échecs. Chaque visage raconte une histoire unique, une lutte personnelle contre un système qui semble souvent indifférent à leur sort. C'est une histoire de désespoir et de résilience, de violence et du désir de rédemption. Malgré les conditions difficiles, de nombreux détenus cherchent des moyens de se réhabiliter, participant à des programmes éducatifs et de formation professionnelle, dans l'espoir de reconstruire leur vie. En comprenant l'histoire et l'état actuel du SECOT, nous comprenons mieux les défis complexes auxquels sont confrontées les prisons brésiliennes et le besoin urgent de réforme. Les problèmes de surpopulation, de violence et de manque de ressources sont des symptômes d'un système plus large, qui nécessite une attention et une action immédiate. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une prison, mais une réflexion sur la nature même de la justice et de la punition dans une société aux prises avec les inégalités et les troubles sociaux. En examinant de plus près le SECOT, nous sommes invités à réfléchir sur les valeurs de notre société et sur la manière dont nous traitons ceux qui ont enfreint la loi, tout en cherchant des solutions pour un avenir plus équitable et humain. L'histoire du SECOT a commencé par une vision de réhabilitation. Ce centre, dont le nom complet est le Centre d'éducation et de correction pour les jeunes, a été fondé avec l'idée révolutionnaire de transformer la vie des jeunes délinquants. Construit dans les années 1950, il a été initialement conçu comme un centre pour jeunes délinquants, un lieu où les jeunes contrevenants pourraient recevoir une éducation, apprendre un métier et, finalement, se réinsérer dans la société. À cette époque, l'idée de réhabilitation était encore nouvelle et radicale. Les jeunes détenus y recevaient une formation académique et professionnelle, avec l'espoir qu'ils pourraient un jour devenir des membres productifs de la société. Les programmes éducatifs comprenèrent des cours de base comme les mathématiques et la littérature, mais aussi des formations pratiques en menuiserie, en mécanique et en agriculture. L'architecture reflétait cet objectif optimiste, avec des espaces ouverts, des ateliers et des salles de classe remplaçant l'image traditionnelle d'un pénitencier rébarbatif. Les concepteurs du SECOT croyant fermement que l'environnement physique pouvait influencer positivement le comportement des jeunes détenus. Cependant, cette vision de la réforme s'est rapidement heurtée aux réalités du paysage social et politique en mutation rapide du Brésil. Les années 1960 ont été marquées par des bouleversements sociaux et politiques
avec des tensions croissantes et des changements rapides qui ont affecté tous les aspects de la vie brésilienne. Le pays, en proie à des bouleversements économiques et politiques, a connu une flambée des taux de criminalité, en particulier dans les centres urbains comme Salvador. Les inégalités croissantes et la pauvreté ont exacerbé les tensions sociales, conduisant à une augmentation des actes criminels. Les couloirs autrefois remplis d'espoir du Sécote ont commencé à se remplir de jeunes hommes, non pas pour des vols mineurs ou des délits mineurs, mais pour des crimes de plus en plus violents. Les jeunes délinquants étaient souvent impliqués dans des gangs et des activités criminelles organisées, ce qui rendait leur réhabilitation beaucoup plus difficile. Le passage de la détention pour mineurs à la détention pour adultes a marqué un tournant dans l'histoire du Sécote. Ce changement a été motivé par la nécessité de gérer une population carcérale de plus en plus violente et diversifiée. Les installations, conçues pour une population plus jeune, se sont avérées totalement inadaptées à l'afflux de criminels endurcis. Les cellules, initialement prévues pour quelques détenus, étaient désormais surpeuplées, créant des conditions de vie insalubres et dangereuses. La surpopulation est devenue un problème urgent, les cellules prévues pour une poignée de détenus en accueillant désormais des dizaines. Cette situation a conduit à une détérioration rapide des conditions de vie et à une augmentation des tensions et des violences entre détenus. Les ateliers et les salles de classe, autrefois symboles de réhabilitation, ont été réaffectés à d'autres usages, leur potentiel de réforme restant largement inexploité. Les programmes éducatifs et de formation professionnelle ont été réduits ou complètement abandonnés, laissant les détenus sans les outils nécessaires pour se réinsérer dans la société. La transformation du Sécote, qui est passé d'un centre d'espoir à un symbole de punition, reflétait les luttes plus larges d'une nation aux prises avec la pauvreté, les inégalités et un système judiciaire mal équipé pour s'attaquer aux causes profondes de la criminalité. Cette évolution tragique souligne l'importance de réformes systémiques pour aborder les problèmes sociaux et économiques qui alimentent la criminalité. Franchir les portes du Séco, c'est pénétrer dans un univers fait de privations et d'incertitudes. Dès que l'on passe ces lourdes portes métalliques, on est immédiatement frappé par l'atmosphère oppressante qui règne à l'intérieur. Les murs, hauts et austères, semblent raconter des histoires de souffrance et de résilience. L'air est lourd, saturé d'une odeur de sueur, de crasse et de désespoir. Chaque pas résonne dans les couloirs sombres, où la lumière peine à percer. Les visages des détenus, marqués par la fatigue et la résignation, racontent des histoires de vie brisées et de rêves évanouis. La surpopulation est omniprésente, les détenus étant entassés dans des cellules conçues pour une fraction de leur nombre. Les matelas sont souvent partagés, et l'intimité est un luxe inexistant. Les bruits constants, les murmures et les cris créent une cacophonie incessante qui rend le repos difficile. Le manque d'espace personnel est suffocant, exacerbant les tensions et alimentant un climat de violence latent. Les disputes éclatent fréquemment, souvent pour des raisons triviales, mais qui prennent une importance démesurée dans cet environnement clos. Les journées sont rythmées par la monotonie et l'ennui. Les heures s'étirent, semblables les unes aux autres, sans but ni espoir. Les détenus passent le plus clair de leur temps à attendre, sans savoir ce qu'ils attendent vraiment. Les possibilités de travail ou d'éducation sont rares, laissant les détenus livrés à eux-mêmes dans un cycle infernal de repas, de sommeil et d'angoisse face au monde extérieur qu'ils ont laissé derrière eux. Les ateliers et les salles de classe, souvent vides, témoignent d'un système qui a abandonné l'idée de réhabilitation. La pénurie de ressources s'étend aux besoins les plus élémentaires, les détenus n'ayant souvent pas accès à des soins de santé adéquats, à des installations sanitaires et même à de l'eau potable. Les maladies se propagent rapidement, et les soins médicaux sont souvent insuffisants ou inexistants. La prison fonctionne selon une hiérarchie stricte, les gangs exerçant un pouvoir considérable à l'intérieur de ces murs. Les nouveaux arrivants doivent rapidement comprendre les règles non écrites et choisir leur camp pour espérer survivre. La survie dépend souvent de la capacité à naviguer dans cette structure sociale complexe, où les alliances et les rivalités façonnent le quotidien des détenus. Les amitiés sont rares et précieuses, mais les trahisons sont fréquentes et souvent fatales. La violence, physique et psychologique, est une menace constante, un moyen d'affirmer sa domination, de régler ses comptes ou simplement de faire face au poids écrasant de l'enfermement. Les bagarres éclatent sans avertissement et les blessures, tant physiques que mentales, laissent des cicatrices profondes. Les témoignages qui nous parviennent du Sécote brossent un tableau sombre de la vie carcérale,
rappelant brutalement le coût humain d'un système pénal qui peine à remplir sa mission de réhabilitation et de réforme. Les anciens détenus parlent de leurs expériences avec une émotion palpable, décrivant un quotidien où l'espoir est une denrée rare et précieuse. Ils évoquent les moments de solidarité, mais aussi les trahisons et les violences qui marquent à jamais leur existence.